On va parler d'un exemple précis qui est celui de l'Empire russe au Caucase au moment de la conquête jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir qu'un grand nombre de choses qui ont été évoquées ce matin vont se confirmer et s'illustrer cet après-midi. Alors, je vais commencer par vous montrer déjà une carte de la région. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que donc on est dans le Caucase et que vous avez là une frontière montagneuse qui sépare vraiment le Caucase du Nord, qui est ici et qui fait partie de la Russie encore, du Caucase du Sud, qui est constitué aujourd'hui de républiques indépendantes, c'est-à-dire la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc là, on est dans des États étrangers par rapport à la Russie. Ici, par contre, au nord de cette chaîne montagneuse, toutes ces républiques, Daghestan, Tchétchénie, Ingouchie, Kabardino-Balkarie, Karatchaevo-Tcherkessie, Adyguée, etc., font partie de la Russie. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelait à l'époque soviétique des républiques autonomes. Aujourd'hui, ça s'appelle des républiques, mais en fait, elles sont complètement dépendantes de la Russie, et ça, évidemment, c'est très important. Donc, il faut savoir que toutes ces régions, toute cette chaîne montagneuse-là est une chaîne très élevée, extrêmement élevée. Ici, vous avez le mont Elbrouz qui fait plus de 5000 mètres, donc c'est le plus haut mont d'Europe, puisqu'on est quand même encore en Europe. Donc ça, c'est très important. Et cette frontière-là est une frontière politique, mais aussi une frontière géographique, même si Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, bon, Azerbaïdjan c'est plus un pays de plaine, mais Géorgie et Arménie sont aussi deux pays de montagne. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler du Caucase du Nord, c'est-à-dire des musulmans, parce qu'ils sont tous des musulmans, qui se trouvent dans cette zone-là, qui en fait fait partie de la Russie, mais qui n'a pas du tout la même culture et qui a été colonisée par la Russie au XIXe siècle. Voilà. Donc si vous voulez avoir de la lumière, on peut peut-être le remettre pour le moment. Alors, donc les relations de la Russie et du Caucase remontent à la fin du XVIIIe siècle, et c'est sous le règne de Catherine II que l'expansion russe réalise les plus grands progrès dans les terres musulmanes, de la terre Noire jusqu'au Kouban. Alors, en fait, la stratégie russe au Caucase ne touchait pas seulement les musulmans, mais elle touchait aussi le Caucase chrétien, qui d'ailleurs a été annexé auparavant. C'est-à-dire que la Géorgie a été annexée début 19e, l'Arménie également, à la faveur du traité de Gulistan en 1813, et l'Azerbaïdjan a même été annexé un peu avant, en 1796. Donc, comme je vous le disais en préambule, la zone dont nous nous occuperons aujourd'hui est une zone musulmane, sunnite, qui se trouve donc dans le nord du Caucase, comme vous le voyez sur la carte. Et cette frontière montagneuse est une frontière à la fois politique, on peut dire, puisque d'un côté vous avez des États indépendants et de l'autre non, puisqu'ils font partie de la Russie, et également une frontière religieuse, dans la mesure où tous les États du Nord sont musulmans sunnites, alors qu'au Sud on a deux États chrétiens, la Géorgie et l'Arménie, et un État chiite, l'Azerbaïdjan. Donc, ces stratégies russes remontent, comme je vous le disais au départ, au XVIIIe siècle, et c'est l'époque du grand jeu dans la région entre empire russe, empire perse et empire ottoman. Alors, le projet de colonisation, on en a parlé ce matin, c'était assez intéressant de savoir pourquoi l'État colonisateur décide-t-il de coloniser des terres. Évidemment, les motifs sont multiples. Alors, il y avait un motif qui était l'accès à la Caspienne. Vous voyez que là, par au Daghestan, et Makhatchkala était un port, comme Derbent, qui donnait accès à la Caspienne. Mais officiellement, les arguments invoqués étaient une lutte contre les pillards, contre les razzias, etc. On trouve de nombreux rapports de petits chefs militaires russes au tsar disant qu'on ne peut pas arrêter cette conquête parce qu'il y a trop de pillards, trop de razzias et qu'il faut essayer de mettre un peu d'ordre dans la région. Alors, les orientalistes et les missionnaires, parmi les fonctionnaires de Tiflis, qui était le nom de la capitale de la Géorgie à l'époque, et de Pétersbourg, développent déjà donc au XVIIIe, XIXe, la peur d'une menace islamique, externe et interne,
externe, c'est l'Empire ottoman, et interne, ce sont donc ces peuples du Caucase, dont ils essaient de se protéger par l'orthodoxie, par des frontières et par de nouvelles formes de contrôle sur les musulmans. Donc, on voit bien qu'une des motivations est une motivation religieuse, hein, la peur de l'islam et le désir de développer l'orthodoxie, de se protéger. Donc, le point essentiel pour le changement de la politique confessionnelle de la Russie au Caucase, on va voir qu'elle n'a pas tellement changé selon les époques. Déjà au XIXe, c'est les unions de savants, des missionnaires qu'on envoie dans la région et des politiques. Et on verra qu'à l'époque soviétique, c'est exactement la même méthode qui va être employée. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ceci dit, une fois que la conquête va être faite, il faut savoir qu'il n'y va pas y avoir tellement de travail de prosélytisme fait par la Russie. C'est-à-dire qu'on laissera les populations pratiquer l'islam tranquillement et même pratiquer leurs coutumes, la date, le droit coutumier, etc. Alors, une chose qui est importante, c'est que depuis le début des contacts entre les Russes et les Caucasiens du Nord, et jusqu'à aujourd'hui, le rapport entre Russes et Caucasiens est extrêmement ambivalent. C'est un mélange de fascination et de peur. Et aujourd'hui encore, on se rend compte à quel point les Russes sont à la fois fascinés par le courage, en général c'est le courage des Tchétchènes, et terrorisés. Et je rappelle à ce sujet ce que disait Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. Il disait, dans le camp, au camp, ceux qui avaient le plus de courage et ceux qui ne pliaient jamais, c'était les Tchétchènes. Donc cette espèce de rapport du Russe au Tchétchène, elle existe depuis le XIXe siècle et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Puisque on a vraiment l'impression qu'il y a une peur d'un ennemi héréditaire. Et c'est présent même dans la littérature. Je vous rappellerai cette berceuse que sans doute certains d'entre vous connaissent parce qu'elle a été citée même par des hommes politiques. C'est une berceuse de Lermontov. C'était par Chirac, je crois, un jour qu'il l'avait citée. Une berceuse de Lermontov qui était très populaire en Russie et qui l'est toujours, qu'on chante aux enfants comme berceuse, et qui dit « Dors, mon bébé, dors. Si tu ne dors pas, le grand méchant tchétchène viendra dans ton berceau et plantera son long couteau. » Et ça, c'était vraiment une chanson qu'on a tous chantée. Même moi, travaillant sur la Tchétchénie, je chantais ça à mes enfants. Et on en riait avec la fille d'un grand spécialiste Bénixène du Caucase qui m'a dit « Mais moi aussi, je l'ai chanté à mes enfants. » Alors qu'en fait, pendant la guerre de Tchétchénie, évidemment, on était de l'autre côté. Mais c'est vraiment une berceuse très répandue en Russie et qui a été très chantée. Donc, c'est l'équivalent, on voit bien que le Tchétchène, là, est l'équivalent du grand méchant loup. C'est l'ennemi absolu. Donc, la lutte de résistance à la colonisation russe a été très longue, puisqu'elle a commencé en 1825. Donc ça, je parle de la conquête armée, hein, parce que pour les musulmans du Caucase, c'était une conquête armée, contrairement aux chrétiens du Caucase qui ont été annexés, enfin, il n'y a pas eu de lutte armée. Donc 1825, et ça s'est achevé en 1859 pour le Daghestan, et 1864 pour la Tchétchénie. Donc c'est une lutte extrêmement longue, extrêmement sanglante, qui a été fédérée par l'imam Shamil. Donc on voit que c'est sous l'égide d'un homme politique, mais d'un dirigeant également religieux. Alors cet imam Shamil faisait partie de confréries soufis, parce que les soufis sont présents au Daghestan, en Tchétchénie et en Ingouchie. Donc je vous montre où c'est. Alors, Daghestan, c'est là. Tchétchénie, c'est ici. Et Ingouchie, c'est là. Donc, toute cette région-là est une région soufie. À côté, non. Les autres ne sont pas soufis, sont sunnites, mais pas soufis. Donc là, c'est des confréries, ça veut dire des appartenances à des groupes spirituels avec un chef spirituel. Alors ici, vous en avez deux, qui est la Kadiriya et la Naqshbandiya. Et ici, ce sont plutôt les Kadiris. Les Kadiris qui sont plus offensifs. Les Naqshbandis sont plus... les uns, on les appelle les chuchoteurs, ils prient en chuchotant, et les autres, les sauteurs, parce qu'ils ont ils chantent en dansant en rond. Vous avez peut-être vu au moment de la guerre de Tchétchénie, on les voyait, c'était assez frappant, parce qu'ils ont leur grande toque de fourrure, et puis ça peut durer très longtemps. Alors,
donc, cette lutte a été fédérée sous l'égide de l'islam par l'imam Shamil. Et en fait, Shamil, au lieu de continuer à pratiquer le droit coutumier qui était pratiqué par tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, on a des recueils du droit des montagnards, et dans chaque village, chacun avait son droit juridique spécifique, la date, son droit populaire. Et évidemment, les débats très différents les uns des autres, mais ça voulait dire que chaque village ou communauté de village avait son mode de justice. Et donc, Shamil va instaurer la charia pour essayer de fédérer tous les peuples les uns avec les autres et créer un sentiment d'unité entre les uns et les autres pour arriver à mieux résister aux Russes. Et d'ailleurs, en ce sens, j'en parlerai tout à l'heure, on peut dire que c'est ce qu'a fait le régime soviétique en voulant instaurer un homme universel, un homme soviétique, en abolissant les différences nationales. C'est un peu, Shamil avait fait sur un autre plan, mais la même démarche. Alors, l'interprétation du rôle de Shamil a varié selon les époques. Avant la Révolution, on le présentait comme un fanatique musulman. Dans les années 20, donc juste dans la période de liberté, juste après la Révolution, on a souligné son rôle anticolonialiste et antiféodal. Et puis, dans les années 40, donc là sous Staline, il s'est transformé en agent des puissances impérialistes occidentales ou en agent de la Turquie. Donc, de toute façon, il faut savoir que depuis la Révolution, quand on parlait du Caucase, le point de vue officiel, c'était que les peuples du Caucase étaient entrés volontairement en Russie. Bien évidemment, ils n'avaient pas été conquis, c'était eux qui avaient décidé de leur propre chef de faire partie du grand empire de Russie. Alors, donc, les plus mobilisés quant au désir d'indépendance et de liberté sont les peuples du Daghestan et les Tchétchènes. Et on va voir que chaque fois que l'Empire va se trouver en situation de faiblesse, chaque fois, ils vont tenter de recouvrer de leur liberté. Alors, je vais vous montrer une autre carte. Non, ça va passer trop vite. Voilà. Pour vous montrer l'énorme diversité que vous avez dans cette région. Vous voyez ici, bon, c'est peut-être pas très clair, mais les tableaux qui sont en bas, ce sont les familles ethniques. Donc vous voyez qu'on a plus d'une vingtaine d'ethnies différentes. Ensuite, c'est les groupes linguistiques, on voit qu'on en a 3. Et donc vous voyez que le seul Daghestan, ici, a énormément c'est celui qui est vraiment la mosaïque la plus complexe d'ethnies et de langues. Au Daghestan, on compte 32 ethnies, 32 langues, bon, 14 majoritaires, mais vous avez quand même, rien que dans le seul Daghestan, 3 groupes de langues, les langues du Caucase, des langues turques et des langues persanes. D'ailleurs, le nom du Daghestan, c'est assez rare, n'est pas le nom d'un peuple, mais le nom d'un lieu géographique. Daghestan, ça veut dire le pays de la montagne, hein, et c'est constitué de 2 mots d'origine linguistique différente. Dag, c'est du turc, et Stan, c'est du persan. Donc, pays de la montagne, c'est la plupart des pays, enfin, on connaît Afghanistan, etc., c'est le pays des Afghans, le pays des Turkmènes, le pays, etc., du Kirghiz. Tandis que là, c'est vraiment le pays de la montagne, parce qu'on ne peut pas énumérer tous les peuples qui la composent. Alors, ensuite, les Tchétchènes, vous voyez, c'est beaucoup plus monoethnique. Hein, en Tchétchénie, on n'a que des Tchétchènes. En Ingouchie, la langue ingouche et la langue tchétchène est quasiment la même. Bon, ce sont des Ingouches qui se revendiquent différents des Tchétchènes, mais c'est quand même la même culture et la même langue. Et ensuite, ensuite, ça, c'est le résultat de la politique de Staline. C'est-à-dire que vous avez les Kabardes et les Balkars, 2 peuples qui n'ont rien à voir au niveau linguistique. Les Kabardes sont des Tcherkesses, c'est-à-dire des Caucasiens, les Balkars des Turcs, et de même les Karatchaïs sont une population turque et les Tcherkesses une population caucasienne. Donc en fait, ce qui aurait été logique, c'est de mettre les Karatchaïs avec les Balkars et les Kabardes avec les Tcherkesses. Et ça fait partie de la politique de Staline, de diviser pour régner, où il a volontairement uni dans une même république 2 peuples qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et en particulier au point de vue linguistique. Tous sont musulmans, mais au niveau linguistique, ils ont 2 langues qui appartiennent à des groupes totalement différents. Donc,
il faut savoir, ce qui rejoint un peu ce qui vous a été dit ce matin aussi, c'est-à-dire que chaque fois que l'Empire va être en situation de faiblesse, chaque fois, les populations vont essayer de retrouver leur indépendance, il va y avoir des rébellions. Hein, c'est ce qui vous a été dit ce matin, qu'à plusieurs reprises, on a pu observer des rébellions, des révoltes, etc. Donc, ici, c'est le cas également, c'est-à-dire que la conquête se finit en 64, mais dès 1877, au moment de la guerre russo-turque, vous avez une révolte. Vous avez une révolte et il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles... Donc Chamil a été, lui, fait prisonnier et puis il meurt, on lui permet de faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, et il meurt en faisant le pèlerinage, mais son fils est en exil dans l'Empire ottoman. Et le fils de Chamil, qui est un général donc, de l'Empire ottoman, il y a des rumeurs selon lesquelles il appelle les Caucasiens à se révolter au moment de cette guerre russo-turque. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des tas de lettres, de rumeurs, aussi d'émissaires d'anciens exilés qui reviennent sur place, qui essayent de soulever les populations. Et alors, au Daghestan, en Tchétchénie et aussi en Abkhazie, donc tout à fait à l'ouest du Caucase. Et en fait... bien que le fils de Chamil promette de l'aide, très vite, les autorités russes vont écraser cette révolte dans l'œuf. Alors, il y a un grand nombre de Caucasiens qui sont partis en exil dans l'Empire ottoman. Donc, on en retrouve énormément. Alors, pourquoi dans l'Empire ottoman? Mais c'est facile, c'est parce que c'était le premier enfin, non, il y avait aussi l'Empire perse, mais pour eux, c'était l'empire dans lequel c'était le plus simple de se rendre, puisque la plupart des Daguestanais, par exemple, parlaient le turc, puisque dans les plaines, tout le monde parlait le turc. Il y a des populations turcophones qui se trouvaient dans les plaines. Donc, ils se rendent dans l'Empire ottoman. Et vous avez, à partir de là, puisque l'Empire ottoman était très étendu, vous allez avoir beaucoup donc, de Caucasiens qui restent en Turquie, mais qui vont se rendre en Jordanie, qui vont se rendre en Syrie, et d'où aujourd'hui, je vous en parlerai tout à l'heure, effectivement, un certain nombre de Caucasiens de Syrie qui se manifestent, et on a même 2 villages tcherkesses en Israël. Hein. Donc à l'époque, évidemment, l'Empire ottoman couvrait toute cette zone, et donc la diaspora est énorme. Et en Jordanie, elle joue encore un rôle important. C'est-à-dire que les émigrés qui sont en Turquie et au Proche-Orient aujourd'hui restent très attachés à leur origine. Il y a des vies communautaires très fortes, il y a des cours dans les langues, même si la jeune génération, évidemment, ne le parle plus, mais les parents s'efforcent, ou les grands-parents, à ce qu'il y ait une transmission à ce niveau-là. Et on m'a dit qu'au moment de la guerre en Abkhazie, vous aviez des jeunes gens, et même des jeunes filles, qui sont venus se battre aux côtés des Abkhazes. Hein, contre les Géorgiens. Donc ça veut dire que ce sentiment d'identité reste encore très fort, plus de 150 ans plus tard. Et de même, au moment de la perestroïka, donc dès que les frontières se sont ouvertes, des jeunes et même des gens plus âgés ont décidé de se rendre sur la terre de leurs ancêtres et de tenter de s'y installer. Certains y sont restés, donc ont ouvert des commerces, ou des gens âgés ont décidé de passer leurs vieux jours sur la terre de leurs parents, grands-parents, etc., même s'ils n'y étaient pas nés. Donc ça veut dire que les liens, en tout cas symboliques, sont restés très forts. Et maintenant, plus que symboliques, parce que les frontières sont ouvertes. Mais même à l'époque où c'était fermé, ça restait quand même très important. Donc l'islam a été un instrument de cohésion et de résistance au moment de la colonisation, ça on l'a vu, jusqu'à la Révolution, et y compris dans l'immédiate période qui a suivi la Révolution. Il y a eu à nouveau des révoltes, juste après la révolution de 17, qui se sont faites sous l'égide d'imams. Et c'est donc encore un imam, l'imam Gotsinski, qui va mobiliser la population du Daghestan dans l'opposition au pouvoir russe et soviétique jusqu'à la fin des années 20. Donc, toutes les révoltes se sont passées, jusqu'après la Révolution, sous l'égide de l'islam. Alors, juste après la Révolution, il va y avoir une république très éphémère qui va voir le jour, indépendante, qui s'appelle la République des Montagnards, mais qui va durer quelques mois,
et qui sera ensuite vaincue par l'armée soviétique, donc elle essayait de mettre en place une république indépendante. Alors, la répression contre les Tchétchènes et d'autres peuples turciques du Caucase ne s'arrête pas là, puisque en pleine Deuxième Guerre, en 1943-1944, Staline renouvelle la répression contre les peuples du Caucase avec des déportations. Donc en 1943, c'est la déportation des Balkars et des Karatchaïs, donc les deux peuples que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont des peuples turcophones. Donc les Balkars et les Karatchaïs. Et les Tchétchènes vont être déportés en totalité en 1944, et les Ingouches également. Donc, ces populations sont déportées au Kazakhstan et en Sibérie. Et on dit pour les Tchétchènes, par exemple, qu'il arrivait qu'on aille chercher, puisque les Tchétchènes étaient enrôlés comme n'importe quel soviétique dans l'armée soviétique, qu'on arrivait que les services spéciaux allaient les chercher, même sur le lieu de leur combat contre les Allemands, pour les déporter en Sibérie. On dit aussi que certains Tchétchènes déportés retournaient quand même se battre dans l'armée soviétique, de leur lieu de déportation dans l'armée soviétique. Donc, cette déportation a lieu en pleine Deuxième Guerre, et il faut dire qu'elle s'accompagne d'une double déportation, parce qu'au moment où on déporte, par exemple, les Tchétchènes pour aller en Sibérie, immédiatement, on va déporter des Daguestanais, donc les voisins immédiats, pour aller occuper leur village en Tchétchénie, pour être sûr que les Tchétchènes ne retournent pas occuper leur propre maison. Ce qui veut dire qu'en fait, on a donc un double mouvement. Les Tchétchènes sont envoyés en Sibérie, et les Daguestanais, de force, là je viens de lire récemment, parce que les archives sont ouvertes, donc il y a maintenant des chercheurs russes qui travaillent là-dessus, et on voit, on a des détails extrêmement précis, avec des témoignages, des gens qui tiennent leur journal, etc., et qui expliquent comment on les oblige à quitter leur maison pour aller en partant, et comment ils recueillent le soutien de la population, mais ils partent avec leur bétail, femmes et enfants, pour aller marcher parfois 200, 300 km à pied, pour aller rejoindre donc les villages tchétchènes. Et tout ça en plein hiver, puisque la déportation tchétchène était le 23 février 1944. Donc c'était vraiment le plein hiver. Ils ont eu 3 jours pour partir. Alors, il va falloir attendre 1957 pour obtenir ce qu'on appelle, selon le terme en russe, la réhabilitation des peuples punis. Donc 57, ça veut dire 4 ans après la mort de Staline, en 1953. Et donc, l'année qui suit le rapport Khrouchtchev de 1956, le rapport du 20e Congrès. Le rapport du 20e Congrès, je vous rappelle, c'était donc la dénonciation du stalinisme. Donc, après la dénonciation du stalinisme en 1956 au 20e Congrès, 1957 apparaît ce décret qui est la réhabilitation des peuples punis, et où, enfin, tous ces peuples, tchétchènes, ingouches, karatchaïs, balkars, peuvent retourner dans leur pays. Alors, la plupart d'entre eux vont rentrer, certains non, parce que depuis 13 ans, ils étaient établis sur place, il y en avait en Kirghizie, au Kazakhstan, en Sibérie, mais la plupart essayent de rentrer. Et alors, ce sur quoi on n'a pas encore, peut-être maintenant on va commencer à avoir des informations, c'est comment ça s'est passé au retour, parce qu'évidemment, leur maison d'envoi était occupée, donc forcément, il y a eu des conflits sur lesquels, jusqu'ici, on n'avait pas le droit d'écrire, mais maintenant, je pense que les choses vont s'ouvrir de plus en plus, et on va apprendre beaucoup de choses sur leur retour et comment ça s'est passé, sur les autres qui vont aussi être obligés de retourner dans leur maison d'origine. Alors, en ce qui concerne la politique soviétique vis-à-vis de l'islam, je vous ai dit tout à l'heure donc qu'il s'agit d'une tradition soufie, enfin en tout cas dans les 3 États qui sont le plus à l'est. Et donc c'est un islam populaire avec des pèlerinages aux lieux saints, des chefs spirituels, des saints locaux, etc. Alors la position du régime, hein, puisqu'on est dans la perspective de la colonisation, comme je vous l'ai dit, au XIXe siècle, le régime colonial finalement a laissé tranquillement pratiquer l'islam, revenir même, puisque Chamil avait voulu instaurer la charia, mais dès qu'ils ont été
dès qu'ils ont été conquis, tout le monde est revenu aux adat, aux droits coutumiers, chacun est revenu aux droits populaires tels qu'il l'avait toujours pratiqué. Et l'empire tsariste ne s'y est pas opposé. Donc on les a laissés pratiquer comme ils voulaient. La seule chose qui intéressait le tsar, c'était la sécurité, donc il y avait des forts militaires un peu partout, et de prélever l'impôt. Et pour le reste, il n'y avait aucune tentative de prosélytisme. Par contre, avec le régime soviétique, les choses vont être complètement différentes. Évidemment, régime soviétique, ça veut dire construction, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un homme soviétique, d'un homme athée, donc lutte contre la religion, là comme ailleurs. Ça veut dire que c'est la même chose chez les chrétiens, chez les orthodoxes, en Arménie, en Géorgie, etc. Chez les Russes, vous allez avoir une campagne anti-religieuse très forte dès le début, dès la fin des années 20, le début des années 30, qu'on appelle la campagne des 100 dieux. Donc on abat, il y a des milliers d'églises, puisqu'il y avait énormément d'églises qui ont été détruites à Moscou. Dans les régions musulmanes, on détruit les mosquées, on détruit les temples, on détruit les temples bouddhistes, on détruit les synagogues. Enfin, il y a un énorme travail systématique de destruction de tous les symboles religieux. Et ce qui reste, s'il en reste, on en transforme la fonction. C'est-à-dire, s'il reste un bâtiment religieux, ça va devenir, dans les villages, parce que ça peut toujours être utile, un hangar à grains, une salle de sport, un club, enfin, etc. Donc le nombre de bâtiments religieux est très peu important. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, au Daghestan, il y avait plus de 2000 mosquées avant la Révolution, et à l'époque soviétique, il y en avait 27. Donc évidemment, il y a quasiment plus de lieux où pratiquer, mais ça ne veut pas dire que pour autant les gens ne pratiquent plus. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un phénomène d'athéisation, et ça on le remarque dans toute la société, mais dans les familles qui étaient des familles extrêmement religieuses, là, la transmission se fait quand même. Et c'est là où le fait que ce soit des soufis joue un grand rôle, parce que on peut parfaitement transmettre les choses grâce au soufisme, puisque la constitution d'une confrérie, de par sa façon de procéder, est propice à la clandestinité. Donc à ce moment-là, on va avoir un maître spirituel, on se réunit le soir, on prie, on transmet les prières, etc. Ce qui veut dire que, en fait, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que les familles qui étaient très pratiquantes, en fait, à peu près l'ont transmis pendant la période soviétique. Les familles qui n'étaient pas spécialement pratiquantes, effectivement, il y a une athéisation totale. Et aujourd'hui, parfois, enfin assez souvent, on revoit un retour à la religion. Mais alors on va le voir de façon assez diverse. Mais dès les années 90, dès la fin de l'URSS, ça a été pris comme un retour à ses racines. C'est-à-dire on va se remettre à pratiquer le ramadan. Alors tout le monde ne va pas forcément faire toutes les prières tous les jours, etc. Mais on fait le ramadan. Circoncire les garçons, ça on l'avait toujours fait, ça s'était jamais arrêté. Mais il y a un certain nombre de pratiques qui sont prises comme simplement renouer avec ses racines, avec son histoire dont on a été coupé depuis si longtemps. Et donc l'islam en fait partie. Donc, après, évidemment, moi j'ai connu des jeunes garçons qui sont retournés au début à la mosquée avec leurs copains pour voir ce que c'était, puis finalement ça ne les intéressait pas tellement, ils ont laissé tomber. Mais j'ai comme ça l'exemple d'une amie qui est ethnologue et qui, elle, ne connaît absolument pas ses prières. Son père était éditeur laïque soviétique, qui croyait, enfin un type en même temps extrêmement intègre. Bon. Et elle, tout d'un coup, se met à revenir à la religion, mais sans rien y connaître. Alors, c'est-à-dire, par exemple, elle m'emmenait sur des lieux saints, puis elle mettait ses mains comme ça. Elle ne connaissait pas les prières, mais elle le faisait parce qu'elle savait que c'est ce qu'on devait faire près d'un lieu saint. Elle apportait sa boîte de bonbons parce que ça faisait partie des offrandes. Et puis, à l'un de mes derniers séjours, elle a tenu à ce qu'on fasse une cérémonie religieuse pour la naissance de son petit-fils. Donc, son fils, lui, totalement laïque, n'aurait jamais pris cette initiative, mais elle là encore, elle ne connaissait pas les prières, mais elle a trouvé, d'ailleurs c'était drôle, parce qu'elle ne connaissait aucun imam, elle ne connaissait personne, puisqu'elle ne va jamais à la mosquée, ni nulle part. Donc pendant mon voyage, j'avais connu un jeune imam, et c'est lui qui est venu, qui n'était même pas de la même ethnie, donc aux grandes dames de toute la famille, parce que les prières, du coup, ont été faites en avar, alors qu'eux étaient des koumouïs, qui ne comprenaient rien, donc ils ne comprenaient pas du tout. Donc on voit bien qu'il y avait un côté complètement artificiel dans cette affaire-là. Mais bon, elle a tenu à ce qu'il y ait cette cérémonie. Et alors ça, c'était l'avant-dernier séjour. Et le dernier séjour, elle faisait le ramadan. Alors là, ça avait un côté effectivement totalement absurde, parce qu'elle faisait le ramadan, donc quand on faisait des balades, etc., il fallait revenir parce qu'elle voulait rompre le ramadan chez elle et pas ailleurs, etc.
mais elle ne faisait pas une prière puisqu'elle ne les connaissait toujours pas. Donc il y a des bons. C'est un phénomène, je pense, qui n'est pas forcément très typique. Mais ce qui est typique, c'est de voir qu'il y a un retour. En tout cas, c'est effectivement bien vu. Faire la fête de fin du Ramadan, c'est un peu comme faire Noël ici. C'est-à-dire tout le monde va le faire et c'est sûr qu'on va aller au village si on a encore des attaches et des parents au village. Et on se retrouve entre soi, on va voir sa famille, on va voir les plus âgés. Bon, ça, tout le monde le fait. Mais ça, je ne dirais pas que ça a forcément un sens religieux. Ça a plutôt un sens culturel, renouer avec une culture dont on a été privé pendant longtemps. Alors donc, les campagnes anti-religieuses, ça je vous ai expliqué. Ensuite, vous avez eu, pendant la guerre, donc on est dans les années 30, dans des campagnes assez violentes quand même contre la religion, ceux qui pratiquent. Oui, j'ai oublié de dire, bon, ça va avec, mais que dans ces campagnes assez violentes contre ceux qui pratiquent, évidemment, si vous avez des personnels du clergé un peu trop militants, il y en a énormément qui se sont fait déporter, fusillés, etc. Enfin, les années 30, c'est vraiment une répression totale contre les pratiquants de la religion. Enfin, tous ceux en plus qui peuvent être les instruments de la perpétuation de la religion. Au milieu de la guerre, bon, étant donné qu'il y a eu quand même des moments un peu difficiles pendant la Deuxième Guerre, Staline crée des directions spirituelles officielles, et donc on a 4 directions spirituelles officielles pour les musulmans qui couvrent l'ensemble du territoire de l'Union soviétique, parce que c'est une manière d'essayer de toucher la population et de montrer que finalement on ne s'adresse pas uniquement à eux en tant que camarades et athées, mais aussi en tant que frères. Il y a un discours très célèbre de Staline où il s'adresse à la population en disant « chers frères, chères sœurs ». Bon. Donc ça veut dire qu'il essaye de toucher la population d'une autre façon pour essayer à nouveau de fédérer l'ensemble du peuple soviétique derrière lui. Bon. Donc ces directions spirituelles, c'est des organes de représentation officiels, mais qui sont en fait uniquement des instruments bureaucratiques au service de l'État, qui sont censés représenter les musulmans, mais qui ne les représentent absolument pas. Et c'est seulement ceux-là qui sont dans ces institutions officielles qui auront le droit de voyager, d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, de sortir à l'étranger à une période où personne ne peut y aller, hein, jusqu'à 91. Et donc, il faut les considérer uniquement comme une courroie de transmission avec le pouvoir. Alors, après la guerre, la politique anti-religieuse continue dans les années 60 par le biais d'une autre société. Donc, on va voir que l'esprit est un peu différent, qui s'appelle la connaissance. Ça veut donc dire qu'avant, c'est les sans-dieux, donc là, on y va franco. La connaissance, c'est différent. On va essayer de le faire sous forme, on pourrait dire que les savants locaux, les ethnologues, les historiens, les arabisants, etc., vont se transformer en missionnaires. Moi, je le remarquais quand je participais aux expéditions, c'est le nom utilisé par les soviétiques pour aller faire des séjours de terrain. On disait aux membres de l'expédition, donc de quelque spécialité qu'ils soient, historiens, arabisants, etc., que s'ils voulaient, c'était même payé. C'était payé, évidemment, ça semble rien, mais à l'époque soviétique, c'était pas si mal. C'était payé, enfin, pas si mal. C'était payé 5 roubles, donc ça voulait dire à peu près 5 €. Et à ce moment-là, ils remplissaient des papiers avant de partir. Et le soir, dans les villages, après qu'on ait fini de travailler, on rassemblait, on prévenait le secrétaire du parti, on rassemblait les gens sur la place du village, et puis ils faisaient une conférence sur ce qu'ils voulaient. Alors les thèmes, évidemment, étaient censés être des thèmes pédagogiques. Alors comme thème, on pouvait avoir, si c'était la période du Ramadan, le Ramadan est néfaste pour la santé. Ou bien ça pouvait être l'état des rapports internationaux. Ou bien ça pouvait être aussi l'histoire du village, tout simplement. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que les villageois étaient très intéressés par ces conférences, parce qu'évidemment, il faut imaginer qu'on est dans le cadre d'un village de montagne assez éloigné, et que finalement, voir ces, entre guillemets, enfin pour eux, ces savants venus de la capitale, mais ils posaient des questions, ils étaient passionnés, et c'était même assez intéressant de voir l'échange qu'il pouvait y avoir entre les deux. Bon, bien sûr, il y avait parfois, mais pas toujours, un contenu idéologique. Parfois, il n'y en avait pas, et ils parlaient simplement de ce qui était leur spécialité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait bien que tous ces savants, qui travaillaient donc dans l'Institut de recherche de la capitale, étaient en même temps convaincus qu'ils faisaient un travail positif en venant parler dans les villages et instructif pour les villageois, et qu'ils avaient une mission. Donc c'est pour ça, en ça que je les compare un peu à des missionnaires, qu'ils avaient une mission à accomplir auprès des villageois. Alors, maintenant, que va-t-il se passer ? On va passer à la
période des indépendances. À la période des indépendances, les Tchétchènes sont les premiers à revendiquer l'indépendance de leur république. Et dès 90, donc avant même l'éclatement, en même temps que les pays baltes et l'Arménie, mais très vite, à partir de 91, la tension va monter. Les Tchétchènes restent toujours le bouc émissaire. Et comme ils le disent eux-mêmes, tous les 50 ans, de toute façon, on a l'habitude, il y a toujours une guerre. Enfin, la Russie entame une guerre contre nous. Donc, effectivement, après 1944, on arrive à 1994. Et 1994, c'est la date de la première guerre de Tchétchénie. Enfin, je dis première, ce qui est faux, puisque vous avez vu qu'il y en avait au 19e. Mais je dis première pour le 20e siècle. Donc celle qu'on appelle la première guerre de Tchétchénie. Donc là, il va y avoir une nouvelle ère qui s'annonce, et en même temps, on peut se poser la question de savoir si enfin ils vont pouvoir acquérir leur indépendance, mais bien évidemment, c'est exactement l'inverse qui va se passer, puisque la brutalité avec laquelle va réagir la Russie est à l'image des relations que nous avons déjà commencé de vous esquisser. Donc on a une première guerre de 1994 à 1996, et ensuite il y en aura une seconde de 1999 à 2009. Alors les deux guerres sont très différentes. La première guerre est vraiment sous le sceau des volontés indépendantistes, avec une résistance sous l'égide d'un général de l'armée soviétique qui s'appelle Masradov, qui est vraiment, il n'y a pas beaucoup de généraux tchétchènes, mais lui en fait partie, donc Masradov. Et en 1996, en fait, les Tchétchènes ont gagné. Donc il y a un traité de paix qui est signé entre Masradov et Lebed, le général de l'armée russe. Et normalement, ils auraient dû avoir leur indépendance, sauf que, évidemment, les Russes disent il faut 5 ans pour que les choses se mettent en place, etc. L'indépendance, vous l'aurez dans 5 ans. Donc c'est simplement un traité de paix. Et l'idée de Lebed, qui dira plus tard, c'est que d'une main, il signait le traité de paix, et de l'autre, il pensait déjà à réarmer la Russie et à recommencer une seconde guerre pour vaincre la Tchétchénie. Donc, pendant cette période-là, et même au milieu de la guerre, les Russes ouvrent les prisons en 1995, hein, donc déjà pendant la période entre 1994 et 1996, ils ouvrent les prisons russes, et donc on encourage évidemment en libérant les Tchétchènes, ce qui veut dire que tous les Tchétchènes prisonniers dans les prisons de Russie reviennent en Tchétchénie, et donc la Russie encourage par là la prolifération, et d'ailleurs de manière un peu concrète parfois, de trafic en tout genre, drogue, armes, etc. Donc on commence à avoir l'apparition de forces islamiques, hein, en 1995. On a des émissaires qui arrivent de Jordanie, de Syrie, et on vend en toute liberté, ce qui est quand même très étonnant quand on sait la force de répression qui existe encore aujourd'hui, on le voit bien en Russie. En toute liberté, on peut vendre des brochures islamistes sur le parvis des mosquées. Donc il est clair que c'est encouragé par le régime. On vend donc des brochures, de la propagande salafi, mais l'importance des forces salafis est assez mineure à cette époque-là. Alors, deuxième guerre, là c'est très important, parce que c'est là que Poutine entre en scène véritablement. Poutine, à ce moment-là, 99, à l'automne 99, il est encore Premier ministre. Et il va construire son ascension politique et son accès au Kremlin sur la reprise de la guerre en Tchétchénie. Donc, vous avez des attentats, je vous rappelle, qui sont organisés en octobre-septembre 1999 dans la banlieue de Moscou, avec 400 morts. 1er octobre, c'est le début de la guerre de Tchétchénie. Et Poutine est élu président de Russie en juin 2000. Hein, donc, il est clair qu'il joue sur la fibre nationaliste russe, sur la haine des Tchétchènes, des Caucasiens et des musulmans. Pour rappel, pour l'anecdote, son expression, poursuivre les Tchétchènes jusque dans les chiottes. Alors, 99, cette deuxième guerre est beaucoup plus violente que la première. Un pilonnage de villes systématique, ratissage, torture. Donc Masradov, le chef militaire qui avait gagné la première guerre, qui a été élu en 97 sous l'égide de l'OSCE, premier président réellement élu démocratiquement de Tchétchénie, il incarne la volonté d'indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est un laïc. Il est tué en 2005. Et avec lui, donc, disparaît la dernière figure charismatique laïque.
parmi les Tchétchènes. Donc les groupes islamistes apparaissent à partir de 1995, comme je vous l'ai dit. Ils se renforcent vraiment en 98-99. Et à partir des années 2000, ils font vraiment partie du paysage. Alors, Ramzan Kadyrov, le fils du Moufti, est élu président de Tchétchénie en février 2007, placé par Moscou. C'est toujours l'actuel président de Tchétchénie. Et Doku Umarov, qui était un chef islamiste de la rébellion tchétchène, va proclamer la création de l'émirat du Caucase le 31 octobre de cette même année 2007. Donc février 2007, Kadyrov, qui est actuellement toujours président, est au pouvoir. Et octobre 2007, proclamation de l'émirat du Caucase. Bon. Et en faisant ça, évidemment, il abolit la République d'Ichkérie, c'est-à-dire la République laïque d'Ichkérie, pour laquelle s'étaient battus tous les indépendantistes. C'est terminé, là, on passe à une autre étape. Ce Doku Umarov a été à l'origine de beaucoup d'attentats en Russie, et sa mort est annoncée peu avant les Jeux Olympiques de Sotchi, donc en 2014. Donc, pour résumer, on peut dire que depuis une quinzaine d'années, on a des groupes de rebelles au Daghestan, en Ingouchie, moins en Tchétchénie, parce qu'il y a une main de fer avec Kadyrov, donc les attentats sont moins forts, quoique l'actualité des jours récents, je vois que c'est jeudi qu'il y a eu cet énorme attentat à la Maison de la Presse à Grozny, on voit qu'ils restent quand même actifs, mais ils sont quand même extrêmement surveillés. Puis surtout que ce n'était pas à n'importe quel moment, puisqu'ils ont fait cet attentat au moment où Poutine faisait son discours annuel à Moscou. Donc ils ont quand même une force d'organisation encore. Et la Kabardino-Balkari, donc ici... Ah ben non, c'était sur le nouveau. Attendez, revenir ici. Non, ça c'est très bien, c'est les attentats. Alors, comme ça vous les aurez. Voilà. Donc le Daghestan, c'est un des endroits où vous avez le plus d'attentats. Hein, c'est bon, si vous voyez que c'est là. Tchétchénie, en fait, il y en a moins, puisque c'est beaucoup plus contrôlé. Et Kabardino-Balkari, ça vient maintenant un endroit où vous commencez à avoir aussi pas mal d'attentats. L'Ingouchie, plus que la Tchétchénie, parce que c'est quand même pas le même président. Voilà. Donc on voit bien que toute la zone où se concentrent les attentats, elle est ici. Donc, quand même, il faut garder en tête que depuis que le fils Kadyrov est au pouvoir, la tyrannie et la résistance sont amoindries. Donc maintenant, je voudrais terminer en voyant quelle est la politique de Moscou vis-à-vis des républiques du Caucase du Nord. Bon, d'abord, ça, vous l'avez compris, elles font toujours partie de la Russie. Donc politiquement, économiquement, elles sont dépendantes de la Russie. Le Daghestan, par exemple, est subventionné à 90% par la Russie, même si, ça a l'air énorme quand on le dit comme ça, mais il faut savoir que la plupart des dotations se perdent en chemin, dès Moscou et dans les poches des bureaucrates locaux. Donc finalement, c'est vraiment une région où vous avez une corruption d'État totale, et donc ces subventions aboutissent rarement là où elles devraient arriver. Bon, depuis 15 ans, c'est la guerre au Caucase du Nord. Certaines sources, comme la Jamestown Foundation, donc ça je vous donnerai pour ceux qui s'y intéressent les sites qu'on peut consulter, où il y a des gens qui écrivent régulièrement, même chaque jour, qui font des rapports, disent que la politique de la Russie diffère selon les républiques et que dans certaines républiques où vous avez énormément de... Par exemple, ici, la république Adyguée, vous avez 70% de Russes. Alors là, un auteur, bon, il faut le vérifier, dit que la politique de la Russie vis-à-vis de cette politique-là, qui est pourtant au Caucase, est plus favorable parce que 70% de la population est russe et qu'on a très peu de population autochtone. Alors, quelle est l'influence de la politique interne et externe sur les événements au Caucase? Alors, d'abord, les événements internationaux. Donc, par rapport à ce qui se passe en Syrie, il y a des Tchétchènes qui partent se battre en Syrie. D'après donc un des observateurs, il dit qu'il est difficile d'avoir des chiffres exacts parce que d'abord, eux-mêmes ne les donnent pas, personne ne les a comptés, mais on peut estimer qu'il y aurait environ 1500 Tchétchènes qui se battent en Syrie, donc qui viennent de Tchétchénie ou de la diaspora, mais enfin plutôt de Tchétchénie, quelques centaines de Nord-Caucasiens. Il y a aussi des Tatars,
des Tatars de Crimée, des Ouzbeks et des Kazakhs. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de musulmans de l'ex-Union soviétique qui partent se battre là-bas. Tatars de Crimée, Ouzbeks et Kazakhs. Mais la majorité est représentée par des Tchétchènes. Et souvent, ils font des allers-retours entre Caucase et Syrie. Donc, le leader de l'émirat du Caucase du Nord essaie de coordonner les Caucasiens du Nord en Syrie, parce que d'après ce que je viens de lire, en fait, ils sont très divisés. Donc, il y en a qui font allégeance... ils font pas tous allégeance au même leader. Donc, l'émir du Caucase est pris dans des conflits entre différents groupes tchétchènes en Syrie et il essaye d'empêcher les militants du Caucase du Nord de se diviser, en particulier par rapport à leur relation aux leaders du Moyen-Orient. Donc ils se positionnent différemment, quoi. Il est possible que l'émirat du Caucase du Nord soit déstabilisé de l'intérieur par des forces associées avec Abou Bakr al-Baghdadi. Donc évidemment, ces luttes internes au sein des Tchétchènes ne peuvent que profiter à la Russie. Alors, depuis le début de la guerre en Syrie, on a d'autres mouvements migratoires, c'est-à-dire des Tchétchènes ou des Tcherkesses ou des populations caucasiennes qui avaient émigré depuis un siècle et qui, se trouvant en situation de guerre en Syrie, essayent de trouver asile au Caucase du Nord. Donc eux, ce n'est pas des combattants, c'est des gens qui sont des Syriens d'origine caucasienne et qui retournent au Caucase en demandant l'asile politique. Donc ça, j'ai assisté effectivement en Kabardino-Balkari en 2013 à l'accueil de réfugiés, mais souvent on leur donne un visa pour 1 an et on leur demande de rentrer après. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en russe, ils utilisent un terme qui est le terme de déportation. Ils disent, vous n'allez quand même pas les déporter à nouveau. Mais ça, c'est le terme utilisé en russe. Alors, certains chercheurs de Russie émettent aussi l'idée que la situation est finalement plus calme aujourd'hui au Caucase du Nord. Bon, on en doute un peu vu ce qui vient de se passer, mais parce qu'une partie des jeunes actifs, en tout cas militants, partent se battre en Syrie. Et je voudrais parler enfin d'un autre phénomène migratoire dont on parle peu, qui n'est pas encore très connu, qui est la migration, par exemple, de populations du Daghestan vers la Sibérie. Alors, son émigration économique, mais pas seulement économique. Il y a près de 15% de la population, ce qui est beaucoup, qui partent travailler, mais ils peuvent rester entre 10 et 20 ans en Sibérie, dans différentes villes, Tchoumien, Verkout, etc. C'est une migration interne, donc c'est très difficile de la chiffrer, puisqu'ils partent de Russie pour aller en Russie, le Daghestan étant en Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une solidarité économique très intense entre ceux qui partent en Sibérie et ceux qui sont restés au pays. Par exemple, on m'a raconté, sur des exemples extrêmement concrets, que la population qui vit, c'est comme des dizaines de milliers de gens en Sibérie, ne s'alimente pour la viande, qui est quand même une des bases de l'alimentation, uniquement avec de la viande venue du Daghestan. Donc ça veut dire qu'il y a des réseaux, ils commandent de la viande à des parents éleveurs, qui envoient le mouton et bœuf en Sibérie, et ensuite c'est revendu, donc ceux qui s'en occupent, les parents directs, le revendent aux autres, etc. Et donc il y a une espèce de solidarité économique, et quand vous voyez les lignes de ce qui partait dans un sens et dans l'autre, en fait, le Daghestan est quasiment la république la plus pauvre de toute l'ex-Union soviétique, et cette région de Sibérie est l'une des plus riches, parce qu'effectivement, il y a un essor industriel. Et finalement, la direction des marchandises échangées partait du Caucase vers la Sibérie. Donc il y avait ça, et il y avait aussi meubles et tout ce qu'il faut pour la dot et le trousseau de la jeune fiancée, parce que ce qui était à la mode, c'est ce qui se produisait au Caucase. Donc même si c'était beaucoup moins cher en Sibérie, on allait le faire venir du Caucase. Et la seule chose qui partait dans l'autre sens, qui est assez symptomatique aussi, c'est quand il y avait des morts, tous les défunts étaient envoyés au Caucase, parce qu'on enterrait en Caucase, et il n'y a pas eu pour le moment aucun Daguestanais qui ne soit enterré en Sibérie. Ce qui n'est pas le cas des Tatars. Les Tatars apparemment sont là depuis longtemps, ou en tout cas enterrent sur place. Donc, et l'autre idée, c'est que quand ils auront fini, soit ils auront gagné assez d'argent, soit à leur retraite, ils retourneront s'installer au Caucase. Et donc, il y a des rues entières qui sont construites avec des maisons pimpantes, toutes neuves et désertes, qui seront habitées par ces populations qui sont parties vivre en Sibérie pour plusieurs dizaines d'années, mais qui rentreront de toute façon, finalement, finir leur jour au Daghestan. Alors, certaines sources disent aussi qu'une partie des partisans de l'islam radical part
en Sibérie, bon, d'une part pour travailler et gagner de l'argent, mais aussi pour fuir la répression. Et ça serait possible parce que ça rentre vraiment dans la lignée de ce qui s'est toujours passé en Russie, puisqu'au 19e, vous aviez énormément d'opposants politiques ou tout simplement de repris de justice qui partaient en Sibérie pour échapper à la justice. Donc ça ne serait pas du tout impossible que le même phénomène se produise aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que des partisans de l'islam radical, pour échapper à la répression, partent en Sibérie. Bon, alors dernier élément lié à la guerre avec l'Ukraine. D'une part, 2 bataillons de Tchétchènes se battraient actuellement en Ukraine contre la Russie. Et d'autre part, toujours dans les rapports de cette Gemstone Foundation, Zhuzhev, qui est un ressortissant d'origine ossète, dit que, de manière étonnante, l'indice industriel des 10 premiers mois de 2014 au Daghestan est en hausse, et il dit que finalement, une partie de l'industrie du complexe militaro-industriel s'est transférée, ne pouvant plus rester en Ukraine, s'est transférée au Daghestan. Et donc, bon, ça touche un petit secteur de l'économie, mais que du coup, c'est assez surprenant qu'il y a eu des millions de dollars injectés par Moscou dans cette industrie au Caucase. Donc, d'une manière générale, il faut savoir que dans toutes ces républiques du Caucase, on se trouve dans une situation de corruption d'État, de groupes mafieux et claniques. Bon, vous avez vu la multiplicité ethnique tout à l'heure. Et tous ceux qui sont au pouvoir, en fait chacun, que ce soit Kadyrov, que ce soit Abdoulatipov au Daghestan, ne cherche qu'à s'enrichir et enrichir sa famille. C'est-à-dire que la position de dirigeant n'est là que pour être une façon de faire fructifier ses biens propres. Alors, un homme d'affaires du Daghestan établi à l'étranger considère que le Daghestan n'a pas gagné à travers les événements en Ukraine, que le chômage reste très important, ça c'est sûr, et que le Daghestan fait partie des républiques les plus pauvres. Il est d'ailleurs subi directement, comme les autres, l'effet des sanctions économiques de l'Occident, puisque les marchandises ont énormément augmenté et que donc on se retrouve confronté à une paupérisation de plus en plus importante de la population. Donc je voudrais conclure sur ce qu'on appelle les frères de la forêt, c'est-à-dire les groupes islamistes, salafistes, etc., qui s'appellent frères de la montagne, frères de la forêt, qui aujourd'hui qui combattent pour la justice et contre la corruption. Bon, certains avec enfin, il y a toujours une idéologie islamique, mais souvent on voit bien que la raison de l'engagement est de se battre contre ce système mafieux. Et on peut dire que ces groupes-là sont aujourd'hui, c'est la seule force qui s'oppose à l'État et au pouvoir dans une lutte sans avenir. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus, mais ça c'est valable là comme ailleurs en Russie, il n'y a pas d'autre parti que le parti Russie Unie, le parti de Poutine. Et donc la seule force qui s'oppose au pouvoir, qui s'oppose donc à ces clans, à ces mafias, etc., ce sont ces jeunes gens, et c'est plus tout à fait jeunes gens, maintenant on me dit qu'il y a aussi des gens un peu plus âgés, qui s'engagent, donc en fait on pourrait dire en français qu'ils prennent le maquis, quoi, et qui font des attentats. Alors ils sont ciblés généralement contre la police, contre l'armée, parfois contre des hommes d'affaires ou contre des représentants du gouvernement local, jamais contre la population civile. Et on comprend que finalement, au sein de la population, même des gens qui peuvent être même des petits hommes d'affaires, même des intellectuels au chômage ou pas au chômage, finalement, ce qui m'a frappé, c'est qu'au fil des années, les gens me disaient « mais finalement, je les comprends ». C'est-à-dire qu'on les appelle aussi les Robins des Bois. On comprend bien que finalement, les gens, même s'ils ne sont pas prêts à prendre les armes et à aller balancer des bombes un peu partout, comprennent la motivation de ces jeunes gens qui s'opposent au pouvoir. Voilà, je vous remercie.